Danse, équitation, solfège, les enfants croulent sous les activités extrascolaires. Ils le font par plaisir, mais certains parents pensent secrètement que ces loisirs auront un impact positif sur leur réussite scolaire. Les activités extrascolaires, on en parle avec nos invités. Alors, Solène Feg, vous serez en visio et vous êtes auteur d'un livre « Pourquoi choisir quand on veut tout faire ?» Bonjour. Bonjour. À ma droite, Béatrice Millettre, vous êtes docteure en psychologie, spécialiste des thérapies comportementales et cognitives. Bonjour. Bonjour. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Éloi. D'abord, pourquoi ça peut être positif de faire une activité extrascolaire ? Alors oui, Sophie, on pourrait lister évidemment beaucoup de raisons, mais je vous en donne une seule qui est la plus importante à mes yeux. C'est tout simplement que le club de sport ou le cours de musique, eh bien, c'est un autre lieu de vie que l'école où l'on peut être apprécié autrement et révéler des qualités différentes. Donc je vous donne quelques exemples. On peut se révéler par exemple meneur d'hommes dans une équipe de rugby, ou on peut se révéler virtuose au violon, ou un petit génie aux échecs, ou même tout simplement, on n'est pas obligé d'être un prodige évidemment, on peut se dépenser en fait ailleurs qu'à l'école, et pour un élève qui a des difficultés en classe, eh ben, ça peut être particulièrement libérateur. Alors moi personnellement j'ai fait plusieurs années de scoutisme, et c'est une véritable école de la vie. On apprend à vivre en groupe, on apprend à organiser, on apprend à rendre service, on apprend à passer plusieurs jours dans la nature et bien d'autres choses encore. Et parfois, ces activités extrascolaires peuvent aussi faire naître une vocation. On peut penser par exemple à Jamel Debbouze qui a découvert le théâtre à 15 ans grâce à l'association Déclic Théâtre de Trappes. Est-ce que ça n'arrête pas de mettre en péril sa réussite scolaire ? Oui, alors ça c'est l'argument qu'on a tous déjà entendu. J'ai trop de devoirs cette semaine, j'ai trop de devoirs cette année. Sauf qu'avoir une activité extrascolaire permet aussi de mieux travailler. Et je vous cite simplement une étude qui avait été faite par l'Institut Montaigne en 2010. Et elle révèle que le simple fait de s'inscrire dans un orchestre peut permettre d'améliorer ses résultats scolaires. Alors pourquoi ? Eh bien, tout d'abord parce que cela permet de développer une certaine confiance en soi. Et par ailleurs, faire du solfège à un bon niveau demande aussi une grande rigueur. Et c'est une qualité qui, évidemment, n'est pas inutile à l'école. Et surtout, après le bac, ces activités sont importantes pour les admissions dans le supérieur. On peut penser notamment à Sciences Po ou aux écoles de commerce. Les oraux tournent beaucoup autour des passions des candidats, et faire de la voile ou de la montagne peut être un sacré avantage. Alors, il y en a par contre qui veulent, surtout à l'adolescence, qui veulent rien faire du tout. Oui. Est-ce que c'est grave ? Écoutez, souvent parents et enfants ne réfléchissent pas forcément de la même manière. Donc se défouler, développer sa fibre artistique, parfois effectivement il y a des adolescents qui s'en moquent complètement. Et ce qui les intéresse, c'est de passer du temps avec leurs amis. Alors les parents peuvent mettre en avant finalement l'aspect convivial de ces activités, les copains, les dîners, les voyages, parce que si l'enfant sait que la chorale organise un week-end de ski en février ou que la troupe scout prépare un camp à l'étranger pour l'été d'après, forcément c'est tout de suite plus motivant. Béatrice Millettre, pourquoi les parents, moi c'est vraiment frappant, il y a la journée des associations début septembre, c'est la folie dans chaque ville de France. Pourquoi les parents sont-ils aussi déchaînés à l'idée de faire des activités extrascolaires à leurs enfants ? Il me semble que nos parents n'avaient pas du tout cette idée en tête. Non, je suis d'accord avec vous, c'est assez récent, je sais pas, mais ça a un peu bougé. Et que nous, quand on était enfant, on avait, je sais pas, en gros, la danse, on avait le judo, on avait l'escrime, on avait déjà moins de choses à pouvoir faire. Oui. Donc déjà, nos parents étaient moins sollicités de tous les côtés, puis on faisait une activité, voire deux, la musique, Alors qu'est-ce que vous faisiez ? On fait un petit tour de table, vous faisiez quoi par exemple ? Moi, j'ai commencé par la danse et la musique. Mon père était musicien, donc la musique, j'avais pas le choix. Est-ce que ça a contribué à votre excellence scolaire ? Vous avez fait Normal Sup quand même. D'accord. Ça, c'est pas chic. Hein. C'est pas chic. C'est pas chic. En terminale, en maths, j'avais 2 de moyenne, donc c'est pas chic du tout. Et je suis rentrée quand même en prépa, et là, je me suis mise à bosser. Donc au lycée, c'était pas terrible, si vous voulez. Donc l'impact des activités que j'avais laissé tomber à dos. D'ailleurs, j'avais pas le temps. Alors, Éloi, on sait qu'il faisait du scoutisme. Voilà. Vous faisiez quoi ? J'ai fait du scoutisme. J'ai chanté aussi pendant presque 10 ans dans un chœur qui était en partenariat en plus avec mon établissement. Donc on avait des horaires aménagés. J'ai jamais eu de cours de techno ni de musique, et j'allais chanter dans la chorale. Alors, Solène, est-ce que vous avez fait beaucoup d'activités extrascolaires quand vous étiez enfant ?
J'ai fait pas mal d'activités extrascolaires. En effet, j'ai fait de la danse classique pendant 13 ans. J'ai fait un petit peu de théâtre. J'ai fait de la natation, de l'athlétisme. Bon, il fallait que je m'épanouisse dans plusieurs choses. Donc, puis c'est toujours le cas étant adulte d'ailleurs. Mais quand même, je trouve. Est-ce que vous voyez, vous avez un cabinet, vous recevez des parents et des enfants. Est-ce que vous voyez quand même ce déchaînement? Est-ce que Oui, non, mais c'est sûr, on le voit. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé. Moi, je ne sais pas si on a les explications précises de pourquoi on a cette course aux activités aujourd'hui. Je pense que c'est multifactoriel, quand même, c'est pas juste une chose. Mais il y a le choix. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire entre la Zumba, le karaté, le taekwondo, puis des trucs nouveaux qui arrivent chaque année. On sait même pas. Enfin, moi, je sais pas toujours ce que c'est d'ailleurs. Oui. Et donc les parents qui quand même, faut pas leur jeter la pierre. Ils veulent bien faire. Oui. Qui veulent ouvrir l'esprit de leurs enfants, ils veulent les épanouir, ils veulent les tirer, ils veulent qu'ils soient épanouis en faisant du sport si c'est bon pour la santé, etc., etc. Donc, ils les emmènent là-dedans. Et puis il y a aussi cet aspect utilitaire, il y a l'aspect plaisir, mais il y a aussi le petit côté l'intérêt. C'est-à-dire, ça va être un plus pour toi, pour ta réussite, pour ta carrière plus tard. Donc il y a aussi ça. Solène, vous êtes avec nous. Solène Feg, qu'est-ce qui vous avez écrit un livre sur justement l'intérêt de faire plein d'activités. Pour vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors, vous racontez un petit peu sur votre compte Instagram le fait que vous veniez d'accoucher, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. En fait, j'ai vraiment souhaité écrire ce livre pour donner une voix un petit peu à ces profils souvent incompris dans un monde qui valorise énormément la spécialisation. Donc, j'ai voulu raconter un petit peu mon expérience, mais aussi avoir un petit peu un aspect plus essayiste, on va dire, de soulever un petit peu des questions quant à la multipotentialité, à tous ces profils un petit peu multipassionnés. Et moi, c'est un petit peu dans cette case que paradoxalement je me mets, même si l'humain n'aime pas trop être mis dans des cases, il aime se reconnaître dans des cases qui le rassurent. Et je m'adresse du coup beaucoup à ces profils multipotentiels, multipassionnés qui ont un peu cette pression sociale et qui commencent un petit peu dès l'école, je pense, à se spécialiser. Donc mon livre donne aussi beaucoup d'outils pour s'assumer, on va dire, pleinement, et comment oser, on va dire, déployer toutes ces facettes dans sa vie d'adulte aussi. Mais je pense que ça commence dès le plus jeune âge, finalement. Vous avez justement interviewé des spécialistes sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors moi, j'ai eu la chance de travailler aussi en collaboration sur ce livre avec une docteure en neurosciences et une essayiste qui s'appelle Fanny Nussbaum, qui m'a beaucoup aidée, qui est beaucoup spécialisée justement dans tout ce qui va être un petit peu autour de l'intelligence et des performances. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce livre parce que, pour pas vous mentir, il n'y a pas eu énormément d'études à ce sujet. Les premières études datent de 72 avec un psychologue, si je dis pas bêtise, qui s'appelle Frederickson. Donc tout est plutôt dans le monde anglophone. Et moi, ça m'a beaucoup appris sur moi-même déjà et sur les personnes que j'accompagne aussi au quotidien. Parce que ça m'a permis de relativiser beaucoup cette part de moi qui ne souhaitait pas forcément se spécialiser et qui s'épanouit dans plusieurs choses, plusieurs activités. Et je pense que j'ai toujours été comme ça et que beaucoup sont énormément comme ça et culpabilisent un petit peu de cet attrait, en fait, de ce trait de personnalité chez eux. Alors, Éloi, il y a une activité extrascolaire à laquelle on ne pense pas toujours. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors ça peut être passer le balai, faire la vaisselle, ranger la maison. Voilà, donc c'est pas forcément l'activité préférée des enfants, ça on le sait. Mais après tout, c'est une activité extrascolaire. Et alors il ne s'agit pas pour les parents d'exploiter leurs enfants, mais l'étude dont je vais vous parler pourrait donner quand même certaines idées. Alors écoutez bien, il s'agit d'une étude australienne de l'université La Trobe à Melbourne, publiée en 2022. Et elle démontre une chose simple, les enfants qui effectuent régulièrement des tâches ménagères, effectivement, réussissent mieux à l'école. Alors d'après les chercheurs qui ont étudié près de 200 enfants âgés de 5 à 13 ans, les tâches domestiques développent dès le plus jeune âge des fonctions exécutives, ce qui améliore les performances scolaires. Alors qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives ? Alors c'est par exemple la mémoire, ou la concentration, ou le fait de savoir trier, de savoir s'organiser, de savoir prioriser. Finalement, ce sont toutes ces capacités que vous développez lorsque vous faites une action concrète. Donc on pourrait parler d'intelligence pratique ou même, pourquoi pas, de bon sens. Et l'étude précise que toutes ces fonctions exécutives commencent à se développer dès la petite enfance et jusqu'au début de l'âge adulte. Et donc si on ne les travaille pas, le risque, en fait, c'est d'avoir des problèmes d'autonomie ou d'organisation ou même de raisonnement.
Et ces lacunes peuvent entraîner des difficultés à l'école ? Eh bien oui, exactement Sophie. Les chercheurs australiens sont formels. Quand cette intelligence pratique fait défaut, le niveau scolaire en fait est moins bon. Et à l'inverse, un enfant qui développe ses capacités exécutives tôt a plusieurs avantages. D'abord, il réussit mieux dans l'enseignement supérieur, selon cette étude. Ensuite, sa santé physique est meilleure. Et l'étude conclut même que ses revenus à l'âge adulte sont plus importants. Alors les parents, à vos balais, éponges, aspirateurs, pour le bien de vos enfants, moins de télévision, plus de ménage et de vaisselle, c'est utile. Et si je suis un peu cynique, je dirais même que c'est une activité extrascolaire moins chère que l'équitation. Béatrice Milliêtre, est-ce que, pour venir au sujet, est-ce qu'il y a des activités plus propices à la réussite scolaire ? Est-ce que les bons élèves, par exemple, ont tendance à faire du violon, du piano, et puis les moins bons, du foot, enfin, si je caricature. On ne va pas caricaturer, je pense. On va pas, comme vous disiez, les élèves qui ont double cursus, qui font violon ou équitation en sport-études ou en chad ou en cham, enfin voilà, ils sont obligés d'être bons en classe à horaires aménagées, musique, danse, sport. Oui. Ils sont obligés parce que sinon on ne les garde pas. Donc, et puis ils ont un emploi du temps réduit, donc sur l'aspect scolaire, donc ils sont obligés de toute façon. Maintenant, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, quand on apprend le solfège, on a cette rigueur d'être obligé de pratiquer son instrument, on le pratique tous les jours, et ça donne cette rigueur aussi qui se généralise dans l'école, ça c'est vrai. Mais quand vous êtes musicien en dilettante et que vous n'avez pas envie de jouer parce que ça vous casse les pieds, machin, je suis pas sûre qu'on voit vraiment les impacts sur la vie scolaire. Et moi j'ai une autre question quand même, c'est pourquoi il faut que nos enfants ils réussissent tous brillamment à l'école, parce que pourquoi il faut, non mais excusez-moi, mais voilà, pourquoi il faut qu'ils aient tous 18 sur 20 finalement, alors qu'avec 10 ils ont le bac, parce que ça quand même ils l'ignorent aujourd'hui, qu'avec 10 ils ont leur examen, ils savent pas. Et on peut se dire 14, j'ai mention très bien au bac, ça suffit. Pourquoi il faut aller au-dessus et au-dessus et au-dessus finalement ? Mais oui. Solène, est-ce que ça a eu un impact, vous, sur votre réussite scolaire ? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir fait... Vous avez fait beaucoup d'activités quand même enfant, hein, vous disiez natation, etc. Est-ce que vous arriviez à jongler avec votre scolarité et ces activités ? Et même dans votre vie professionnelle, puisqu'aujourd'hui vous travaillez ? Oui, complètement. Alors, j'ai eu quand même la chance d'avoir des parents soucieux aussi et qui étaient beaucoup derrière moi. Donc, je faisais ces activités. On va dire, si je réussissais à l'école, c'était un peu la condition malheureuse à laquelle j'étais confrontée. Mais j'étais plutôt très bonne élève, donc j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Ça m'a jamais empêchée. Et dans ma vie professionnelle, alors ça a posé peut-être un peu plus de problèmes parce que justement, vu qu'on vit un petit peu dans cette ère d'hyper-spécialisation, qui n'est plus l'ère dans laquelle on vivait à l'époque de la Renaissance où il faisait plein de choses, eh bien, j'ai dû aussi me confronter un petit peu à ça. Et étant entrepreneur, eh ben, on entend souvent qu'il faut se spécialiser, se nicher, comme on dit. Et donc, moi, ça a été plutôt un problème, justement, au début, avant de comprendre qu'il y avait aussi de vraies forces à faire plein de choses, et notamment cette capacité à pouvoir connecter des idées, des concepts de divers domaines en fait, qui mènent aussi à des solutions créatives et parfois innovantes. Et c'est aussi une force d'adaptabilité, je pense, parce que en étant dans plusieurs domaines, en touchant à plusieurs disciplines, eh bien, je pense que les profils un petit peu multipotentiels, multipassionnés, on met un petit peu l'étiquette qu'on veut, s'adaptent plus facilement au changement. Et je pense que c'est un atout majeur dans un monde professionnel qui, faut le dire, est en constante évolution. Donc voilà, il y a une capacité aussi peut-être plus de vision systémique, en tout cas je l'ai remarqué beaucoup chez moi, à avoir un petit peu la grande image, à comprendre un petit peu comment les différentes parties d'un système interagissent finalement entre elles. Béatrice, vous voulez commenter ? Oui, parce que quand même, il faut appeler un chat quand même. Là on parle des personnes au potentiel, on ne parle pas de tout le monde, y compris les neurotypiques. Donc oui, c'est tout à fait juste. Moi, c'est une de mes spécialités, les personnes au potentiel, donc je connais bien le sujet. Ils sont capables de faire plein de choses. Un enfant au potentiel a besoin aussi de faire plein de choses, pas 50 millions non plus. Ils sont, effectivement, on peut mettre les mots qu'on veut, multipotentiels, mais on ne parle pas de tout le monde. Et donc, un enfant neurotypique à qui vous demandez... Neurotypique, c'est-à-dire ? Ça veut dire un enfant... Alors, on a ce concept aujourd'hui de neurodiversité, qui veut dire qu'on a tous des diversités cognitives, des façons de réfléchir singulières. Et dans la norme, on va dire c'est des neurotypiques, ce qui ne veut rien dire, parce que c'est une norme, par définition, c'est juste statistique. On est normaux, on ne sait pas, ça je ne le prononcerai pas, je ne sais pas. Et donc vous avez les personnes au potentiel qui fonctionnent pas exactement de la même façon. C'est pas juste une question de quantité d'intelligence, mais d'intelligence différente. Et demander à un enfant scolaire
de faire 5 activités en parallèle, de réussir, de faire des liens entre plein de choses, ça va pas bien fonctionner. Ça va pas bien fonctionner. Voilà. Donc on peut pas extrapoler ce qui marche pour un haut potentiel. Il y a des choses qui fonctionnent pour les hauts potentiels et qui vont être très utiles pour les autres enfants. Pas tout. Faut pas tout mélanger quand même. Justement, vous voyez des parents, des enfants. Oui. Souvent, on dit que certains enfants ont un agenda de ministre. Oui. Est-ce que vous en voyez qui, face à ces injonctions de performance, finalement, parce que l'injonction de performance, elle est là pour l'école, mais elle est aussi là pour les activités, tout à fait. qui ne sont, on les appelle pas des loisirs d'ailleurs. Oui. Quand on fait de la danse, on passe des concours. Quand on va au conservatoire, on passe des concours. Le sport, on a vu avec les JO, c'est extrêmement compétitif. Est-ce que ça peut aussi... Est-ce que vous avez vu des cas, peut-être vous pouvez nous raconter, des cas d'enfants surmenés, en fait, proches du burn-out? Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, quand vous avez fait l'introduction, moi, il me manquait un mot quand vous disiez les activités. C'est pour s'amuser aussi, quand même. Surtout quand on est tout petit, on fait ça parce que c'est rigolo. Ouais. On va jouer au foot, c'est drôle au début, tout ça. Il y a cet aspect ludique qu'on a perdu avec... Qu'on perd un petit peu quand même. Un petit peu. Effectivement, et oui, moi je me souviens, une petite fille, elle est à la maternelle déjà, elle avait 6 ans, fin de maternelle, elle faisait déjà 8 heures d'athlétisme. Avec la compétition de Gimo Zagreb, oui c'est ça, Gimo Zagreb avec le trampoline, avec la poutre, avec ces trucs-là. Et elle avait la compétition. Et elle n'en pouvait plus. Elle a fait ça pendant des années, jusqu'au moment où elle a un peu craqué quand même. On a eu beaucoup pendant les JO, justement, de témoignages d'enfants qui ont comme ça beaucoup souffert finalement de ces entraînements intensifs pour devenir un sportif de haut niveau. Oui, mais c'est vrai que l'association sportive, par exemple, quand vous rentrez au collège, vous pouvez aller le mercredi et le samedi dans l'association sportive. Le but, c'est quand même la compétition et l'excellence. On est là pour former les sportifs de demain dans les associations sportives, finalement. Oui, bien sûr. Et donc, si vous ne prenez pas l'engagement en début d'année de faire les compétitions tous les week-ends, ils ne vous prennent pas. Et ça, c'est dit quand même. Donc il y a des parents et des enfants pour qui ça va très bien, d'autres qui lâchent en route. Mais oui, effectivement, on a cet aspect de compétition, de concours. Dans la danse, c'est pareil, où on va ensuite présenter l'opéra. On perd l'aspect ludique. Et c'est vrai que moi, je vois des jeunes qui, alors pour le coup, à l'inverse, vont dire à leurs parents, non mais attends, moi c'est juste pour m'amuser. Donc ton truc, pas plus. Non, j'irai pas plus, c'est bon. Et il y en a qui, là j'ai vu une maman qui disait que le père voulait faire du foot à la petite fille, qui a dit, non mais le foot, moi je veux pas y aller papa. C'est ton truc, c'est pas le mien, je n'irai pas. 6 ans. Et je trouve ça très très chouette. Voilà, je trouve ça très très chouette finalement. Solène, vous êtes avec nous? Oui, toujours. On disait justement que c'était, alors vous êtes peut-être haut potentiel, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ce côté je veux tout faire, c'est souvent des jeunes ou des enfants qui ont une espèce d'énorme curiosité. C'est pas tout le monde non plus. Complètement. Et Béatrice a bien fait de le souligner. En effet, ça ne concerne pas du tout tous les enfants. C'est pour ça que moi, je mets un peu la case multipotentiel, haut potentiel, qui sont plus ou moins la même chose, à quelque chose près, de côté. Mais de façon générale, pour rebondir un peu à ce que vous disiez, je pense que c'est quand même bon pour un enfant de façon générale de pouvoir s'épanouir, en effet, sans forcément aller chercher l'excellence dans tout ce qu'il fait. C'est important, surtout dans une société comme ça qui vise à sans cesse aller chercher de la performance, juste pour déjà sa flexibilité mentale, son adaptabilité. Je pense que les activités extrascolaires sont superbes aussi pour le renforcer aussi l'estime de l'enfant. D'être capable en fait de s'exprimer à travers différentes activités, ça les aide aussi peut-être à se sentir peut-être plus compétents, renforcer leur confiance en eux, etc. Et puis c'est chouette aussi pour s'amuser, tout simplement pour se faire des copains. Mais il y a quelque chose qui me frappe, c'est à l'école, on est un peu plus dans la bienveillance, je trouve, parce que je vois les notes sont quand même assez élevées au collège. Bon, tout le monde a à peu près le diplôme, on a des taux stratosphériques de réussite au brevet et au bac. Et à l'inverse, l'activité extrascolaire reste très compétitive et très exigeante. Il y a comme ça une énorme différence, je trouve. C'est pas faux. Alors ça dépend où vous allez. Si vous allez faire de la danse, de la musique au conservatoire, là vous avez cette exigence effectivement. Oui. Si vous êtes dans une association de quartier, c'est plus chaleureux, plus chaleureux, c'est pas le terme, plus bon enfant, un peu moins performant effectivement aussi. Mais oui, on a plus cette question de performance dans les activités mais les conservatoires ont été formés aussi pour ça. De la même façon que l'association sportive, les conservatoires ont été créés pour les musiciens de demain.
Oui. Pour qu'ensuite vous rentriez au Conservatoire national. L'idée, c'est pas juste de rester là, c'est pas juste le loisir, le conservatoire. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les classes à horaires aménagés qui sont proposées dans tous les établissements, notamment en région parisienne, mais pas tous. Dans certains établissements, bon, je pense au lycée Racine, par exemple, à Paris, il faut être bon élève pour y rentrer. Donc, pour bénéficier de cet horaire aménagé qui permet de faire de la musique ou de la danse, il faut être très bon élève. Très bon élève, non, mais bon élève, oui. Il faut être capable de suivre avec un cursus où vous avez moitié moins d'heures de cours. Alors, on enlève la techno, par exemple, on enlève le sport pour les danseurs, au collège en tout cas. Donc, il y a des horaires qui sont déjà aménagés par définition, donc ils ont moins d'heures de cours. Mais il faut quand même que dans ces heures de cours, ils soient capables de suivre le programme et de réussir leur année. Donc, il faut qu'ils soient bons élèves, pas excellents forcément, mais bons élèves, effectivement. C'est la condition. Et dans votre cabinet, est-ce que c'est une question qui revient pour les familles, le choix de l'activité extrascolaire? Est-ce qu'ils vous en parlent, les parents? Parce que c'est aussi un fardeau, parfois pour les enfants qui sont un peu en burn-out, mais aussi pour les parents, parce que c'est la course. C'est quand même la course. Oui, c'est la course. Rien que le conservatoire, je crois qu'il faut les amener 3 fois par semaine au conservatoire. Il faut les emmener à la chorale, au solfège, à l'orchestre éventuellement, au cours individuel, au cours collectif. S'il y a un sport, là c'est pareil, il y a les compétitions le week-end. Si vous avez plusieurs enfants, vous avez plusieurs enfants, vous rajoutez. Si vous n'avez pas des grands-parents qui peuvent les amener ou des amis, ça devient quand même c'est compliqué. Un cauchemar, quoi. C'est un peu le cauchemar, effectivement. Mais ce qu'on oublie de dire quand même, est ce que vous disiez avec votre étude sur le ballet et les tâches ménagères, sans rester là-dessus, mais partager des choses en famille. Alors, je ne suis pas du tout contre les activités, c'est très très bien, ça ouvre l'esprit, ça développe la curiosité, ça peut renforcer la confiance en soi, effectivement, quand vous avez un enfant, quand manque un peu, vous lui faites faire une activité qui va être un peu le seul de sa classe à faire, etc. Enfin, voilà, c'est très très bien. Mais pas trop, déjà pas trop, et pas au prix de ne plus rien partager en famille. Et pas au prix de se dire, je vais faire ça. Ce qui fait que quand à un moment donné, parce qu'on n'en a pas parlé, j'ai rien de programmé devant moi, ben là je sais plus quoi faire. Parce qu'on nous dit souvent, il faut apprendre à s'ennuyer. Alors c'est affreux l'ennui, enfin moi vous me mettez à m'ennuyer, c'est épouvantable. On vous met dans une pièce 4 murs blancs avec rien à faire, c'est pas drôle. Par contre, d'avoir des moments qui ne sont pas programmés et de savoir aller chercher soi-même son activité, être à l'initiative de quelque chose, ça c'est très chouette. Et ça on le perd justement avec toutes ces activités qui vous occupent tout votre emploi du temps. Vous rentrez chez vous. Vous ne savez pas quoi faire. Non, parce que vous n'avez pas appris. Et donc qu'est-ce que vous faites au hasard? Et nous on fait pareil d'ailleurs. On regarde son téléphone. Ben voilà. Solène, vous êtes d'accord avec ce que dit Béatrice? Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et je pense qu'en effet, déjà, il y a des profils, puis l'humain, de façon générale, surtout dans cette nouvelle génération-là, a beaucoup de mal à s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer. Et c'est terrible de nous dire ça. Mais à la fois, bon, pour un enfant, c'est peut-être plus difficile à expliquer. Pour un adulte, c'est peut-être plus facile à comprendre parce qu'on a peut-être plus d'autodiscipline quant à ça. Mais je pense que c'est aussi très bon pour plusieurs pans de notre vie, comme notre créativité, par exemple. Et même pour les enfants qui ont une créativité débordante en général, mais apprendre à ne rien faire justement et parfois à ne pas toujours être dans des activités extrascolaires, en effet, c'est pour moi aussi très très bénéfique. Donc l'idée, c'est de trouver en effet un équilibre, comme tout, je pense, dans la vie. C'est vrai que parfois ça fait aussi, on peut avoir peur de laisser ses enfants inoccupés. Oui. Ça peut faire peur. On a toujours un peu envie d'être dans le contrôle quand on est. Et on se dit, ils vont mal tourner, ils vont rien faire, ils vont mal tourner en fait. Donc oui, mais c'est aussi l'idée de les mettre dans des activités, pour les occuper tout le temps. Mais vous venez de dire un mot qui est le contrôle. Alors plus on essaye de contrôler, excusez-moi, mais moins ça marche. Hein. On essaye de contrôler qu'il ne pleuve pas. Vous ne pouvez pas. Par contre, vous pouvez gérer si vous prenez une petite ondée en ayant un parapluie dans votre sac. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est d'apprendre à nos enfants à cette capacité à gérer les aléas qui vont leur arriver une fois ou l'autre, de toute façon, c'est mathématique, hein, ça ne peut pas être autrement, que d'essayer d'être dans le contrôle et de les préparer à une espèce d'autonomie et à être capable de retomber sur leurs pattes finalement le jour où il se passera quelque chose. Donc ça, c'est un peu, on fait un pas de côté pour le coup, mais oui, et puis il y a un autre aspect chez les parents quand même, c'est que je pense, dans une ère de perfectionnisme, on nous demande d'être parfait, on n'a pas droit à l'erreur, etc., ils se disent,
Mais moi, je ne vais pas savoir lui apprendre à faire un gâteau, donc je vais le mettre à un cours de cuisine parce que je ne vais pas savoir. Et ils se disent, on a un peu perdu le bon sens. On a perdu la transmission, le goût de la transmission. Oui. Et peut-être si on peut conclure l'émission de se dire que vous, les parents, les grands-parents qui nous écoutez, vous aussi, vous pouvez transmettre des belles choses. Exactement. Et vous n'avez pas forcément besoin de payer des associations pour le faire à votre place. C'est ça. Voilà, donc si vous aimez le jardinage ou la cuisine, vous pouvez aussi apprendre aux enfants plein de belles choses. Merci beaucoup, Solène Feg. Je rappelle le titre de votre livre, Pourquoi choisir quand on veut tout faire. Béatrice Milliêtre, docteur en psychologie, merci beaucoup. Éloi Passot, merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à tous à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'École.